Sixième tableau, chapitre premier de Messieurs les Ronds de Cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les Ronds de Cuir par Georges Courteline. Sixième tableau, chapitre premier. En apprenant que Chavarax sollicitait de lui une audience, M. Nègre, qui travaillait à un ballet pantomime pour l'inauguration du nouvel Alhambra, jeta des cris de nature à étourdir 25 sourds. Non, non, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Il m'embête, M. Chavarax. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ce n'est pas possible, à la fin. Cet homme-là en veut à mes jours. Il dit, insinua l'huissier, que c'est pour une communication de la plus haute importance. De la plus haute importance, parfaitement. Je la connais, sa communication. Dites-lui que je suis avec le nonce du pape. Il se croyait sauvé, tremper la plume dans l'encre. Hélas, il dut en rabattre, soudainement stupéfié à reconnaître Chavarax qui se glissait, le sourire sur les lèvres, entre le coude de l'huissier et le chambranle de la porte. S'entendant consigner l'entrée, l'employé avait passé outre, et, trop fin pour laisser le temps de se produire à une rebuffade possible, il prenait le premier la parole, délibérément, en homme qui a le tort pas bien grave de se montrer un peu sans gêne avec une personne amie. « Je vous demande pardon. Un mot. » Le directeur eut une volonté de rébellion. « En vérité, monsieur Chavarax... » « Mais Chavarax, un mot, un seul, c'est l'affaire d'une minute, pas plus. Veuillez vous retirer, maréchal. » Et maréchal se retira, et M. Nègre n'eut pas un geste pour le retenir, le stérile regret de sa faiblesse épanché dans un simple « Mon Dieu !» qu'il murmura à bouche close, tout en désignant de la main un siège libre à son interlocuteur. 100 fois déjà il avait ainsi capitulé sans coup férir, terrassé avant le corps à corps, sans force, devant un gaillard dont l'audace le déconcertait. Ça commençait et s'achevait de même tout le temps. D'abord, le sursaut sur la chaise, les poings qui se closent, la bouche qui s'ouvre pour une clameur de révolte. C'était ensuite le trouble qui paralyse, le balbutiement qui défaille, le mutisme systématique où les gens de sang chaud, prudemment, enchaînent leur peur d'entredire, ficellent à l'instar d'une bête redoutable leur éloquence trop longtemps contenue et capable, une fois lâchée, des pires excès. Du reste, l'instant venait vite où, au sentiment de l'exaspération, succédait un sentiment tout différent, fait d'un bizarre composé de curiosité intéressée et de vague admiration. Monsieur Nègre était un de ces flâneurs instinctifs pour qui la vie est un boulevard fertile en attrayants spectacles. Il en descendait le cours, la cigarette aux lèvres, faisant indifféremment halte devant les beaux étalages ou devant les marchands de pâte à faire couper les rasoirs, indulgent à qui l'amusait, et étanchant sa soif du pittoresque à la première source venue. Certes, il haïssait Chavarax, il le haïssait de toute son âme. Seulement, il en goûtait l'étonnante mauvaise foi, le toupet extraordinaire, la facilité sans exemple à réclamer le paiement qui ne lui était point dû de sacrifices qu'il n'avait pas faits, de tâches qu'il n'avait pas remplies. Si le directeur en prenait les cheveux gris, le dilettante y trouvait son compte. Chavarax prit une chaise. En un mot commençant, voici, fit-il sans plus de préambule, le tondu vient de tuer M. de la Hourmerie et... Il n'en put dire davantage. M. Nègre avait eu la soudaine détente d'un train de derrière de grenouille mis en communication avec la bouteille de leyde. Vous dites... Le rédacteur ramena sa réponse à une pure constatation de fait. C'était sûr, prononça-t-il demi-souriant, les bras élargis d'évidence. Voilà 6 mois que j'attendais ça. Même... Il tira de sa poche une feuille de papier ministre qu'il développa avec soin et qui apparut noire de chiffres. En prévision de ce qui, fatalement, devait arriver un jour ou l'autre, je me suis livré à un petit travail qui n'est pas sans intérêt et que je vais avoir l'honneur de vous soumettre. Le voici.
Si vous voulez bien, nous allons l'examiner ensemble. C'était un tableau comparé du personnel de la direction, où figuraient les employés, du plus gros jusqu'au plus humble, leurs noms relégués à l'extrême gauche, au-dessous de leur date d'entrée. 30 petites colonnes parallèles, inégalement semées de nombres entre leurs tracés d'encre rouge, détaillés, et cela depuis 30 ans, les mouvements d'argent opérés sur le budget du chapitre premier, le tout aboutissant à une marge assez vaste, enfermant les états de service de chacun en regard de l'avancement dont il avait bénéficié. C'était d'une limpidité de cristal. Oui. Ah, il en avait dû mettre des jours, des semaines, des mois à confectionner ce monument. Que de fiches culbutées les unes sur les autres en l'emprisonnement de leur boîte. Que de poudreux registres, abattus grands ouverts et fiévreusement triturés à même le plancher des archives. Que de souvenirs, un à un arrachés à la mémoire hésitante des vétérans des dons et legs. Mais quel terrain de discussion aussi! Dans le seul ton dont Chavarax, l'index pointé vers son papier, prononça « Les chiffres sont là !» tenait toute l'inanité des chicaneries de mauvaise foi. En vain M. Nègre, affolé, les reins fléchis sous le fardeau de sa responsabilité pesante, bégayait. Oui, oui, parfaitement. Nous reparlerons de ça plus tard. Procédons par ordre et avisons au plus pressé. Pardon. Ah, pardon, permettez, insistait l'inexorable Chavarax. Ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Eh bien, qu'ils nous laissent tranquilles. Le pressé, c'est le sort des vivants. La disparition de M. de la Hourmerie laisse 8000 francs disponibles, ce qui n'est pas un liard, et permet de donner bien des satisfactions depuis longtemps attendues. Or, deux combinaisons se présentent. Ou l'augmentation pure et simple de tout le petit personnel, calculée sur 225 francs par tête, j'ai fait le compte, et 700 francs pour votre serviteur avec la place de sous-chef qui m'est acquise ce jour. Le traitement minimum de sous-chef est de 4000 francs. Je suis à 3300. Je réclame donc strictement ce qui m'est dû. Vous voyez que je ne suis pas féroce. Ou l'augmentation générale, des gros, aussi bien que des petits. 500 francs pour ceci, 800 francs pour cela, mesure en faveur de laquelle je n'hésite pas à me prononcer, et dont l'application serait des plus faciles, ainsi que je vais avoir l'honneur de l'établir à vos yeux. Il avait avancé la main. Il prit un crayon qui traînait dans l'encombrement de la table et, sourd aux protestations de M. Nègre, criant qu'il avait à cette heure bien d'autres chiens à peigner et qu'on verrait clair le lendemain, il poursuivit. C'était un garçon ingénieux. Son sac contenait plus d'un tour. Il démontra, clair comme le jour, que si, au point de vue pratique, le décès de M. de la Hourmerie n'était qu'une porte entrebâillée, cette porte, on la pouvait ouvrir à deux battants en mettant à la retraite Bourdon, un infirme, que seul maintenait à son poste une charité mal ordonnée. D'où non plus 8000 francs de disponibles, mais 16. Et ce n'est pas tout, notez bien. Et ce n'était pas tout, en effet, car à cette somme déjà imposante se venaient ajouter plusieurs autres milliers de francs. Les 4000 balles du père Soupe, qui laissait sa peau dans l'affaire, les 1800 francs de Gourgochon que renvoyait à ses chapeaux le programme de Chavarax, sans parler des 2700 francs de Letondu, remplacés dès le lendemain par un sous-officier engagé aux appointements de 1500 francs, et des 7500 francs que l'on pouvait réaliser en ne faisant plus qu'un service du bureau des fondations et du bureau des hypothèques, dont on n'aurait qu'à faire nommer juge à Paris le chef, M. Varincoucq, à titre de compensation. La combinaison, peu à peu, tournait au jeu de massacre. 10 morts restèrent sur le carreau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Les survivants commencèrent bien par hériter de leurs souliers, mais à peine les eurent-ils chaussés que Chavarax les leur reprit. Quel homme! Il dit que 12 zéphyrs, grippottes, guitares et plusieurs autres, ayant été compris dans le dernier mouvement, n'avaient pas à bénéficier d'une nouvelle augmentation. Que le petit Médard et l'Arrier ne pouvaient, eux non plus, prétendre à l'avancement, étant l'un un gamin et l'autre un amateur. Que Van der Hogen,
Volontiers troquerait son augmentation contre la croix de la Légion d'honneur, et Saint-Homme la sienne, avec enthousiasme, contre les palmes académiques. Chaque fois qu'il citait un nom, il le biffait violemment d'un trait de crayon qui s'abattait sur le papier comme un couperet sur une nuque. Et l'argent montait comme un flux. Et cette maison, jusqu'alors plus aride que la coque chauve d'un œuf, se mettait à juter l'or par tous les pores. Et, ahuri de noms, noyé de chiffres, pris de terreur respectueuse devant l'aisance de ce garçon à étrangler les gens au détour des chemins et à faire jaillir du granit des puits artésiens par douzaines, décidément, s'avouait à soi-même M. Nègre, cet homme-là est trop fort pour moi. Une pudeur le retenait encore. Il l'arrêta au passage la phrase qui lui montait aux lèvres. C'est fait. Allez, je ne discute plus. Soyez sous-chef et fichez-moi la paix. Rien ne presse, hasarda-t-il. Laissez-moi le temps de souffler, de grâce. Vous n'êtes pas à un jour près. Mais il n'avait pas achevé que déjà l'autre était debout. Son visage exprimait la plus vive surprise. Ses yeux hagards, promenés de muraille en muraille, semblaient y chercher un clou pour accrocher leur détresse. Le temps de souffler. Soudain, la pièce s'emplit de cris. C'était Chavarax qui meuglait, rappelant ses états de service, le désintéressement dont il avait fait preuve, la longanimité qu'il avait déployée depuis le jour où sa foi ardente lui avait fait tout immoler sur les autels de la mère patrie. Tout. Un de ces mariages extraordinaires qu'on ne rencontre pas deux fois, une situation de 100 000 francs par an, la direction d'un journal réactionnaire qui est une des plus grosses affaires de Paris. À ces mots, c'est vrai. Oui, vous avez raison, hurla de douleur M. Nègre. Votre arrêté de nomination sera ce soir à la signature. Mais la paix, la paix, ah, la paix, je l'implore de votre charité, à genoux. Chavarax, lancé tête basse dans une édifiante étude de l'ingratitude des gouvernements envers les bons serviteurs, avait déjà trouvé le moyen de se comparer à Aristide. Il ne daigna se montrer généreux. Il épargna au directeur de se comparer maintenant à Christophe Colomb. C'est bien, fit-il froidement. Merci. Ah, ça, s'écria M. Nègre, qui avait cru chez le rédacteur à des transports de bruyante allégresse. Ça ne semble pas vous faire plaisir. Chavarax, sans conviction, répondit. Mon Dieu, si, tout de même. Comment, tout de même, fit le directeur. Il ne comprenait plus. Chavarax s'expliqua. J'aime mieux cela que rien. Mais quoi, je suis sous-chef le jour où, justement, je devrais cesser de l'être et être élevé au grade au-dessus. Un soupir conclut pour lui. Enfin, j'accepte. En attendant, bien entendu. Et tandis que l'autre, abasourdi, abandonnant toute espérance de jamais conquérir son repos, songeait « ça va recommencer ». Le jeune homme gagna la sortie, arborant le sourire amer des résignés, et révélant d'un faible haussement de l'épaule le fond de tristesse écœurée qu'il s'efforçait de dissimuler sous une apparente bonne grâce. Fin du chapitre 1er du 6e tableau.